4000 ans d'histoire. Une chronique historique tous les lundis à 16h30, rediffusée vers 20h. Je reçois aujourd'hui Marie Moutier-Bitton pour son livre « Le pacte antisémite ». Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de 4000 ans d'histoire, 94.8 de la bande FM, et je reçois aujourd'hui Marie Moutier-Bitton, qui vient de sortir aux éditions Passé Composé un livre intitulé « Le pacte antisémite ». Marie Moutier-Bitton, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur à l'EHESS, vous travaillez aussi au CNRS. Vous avez fait partie de l'association, ou peut-être vous en faites encore partie, Yachad Inunum. Et donc, vous êtes rendu à plusieurs reprises en Ukraine, en Russie, en Biélorussie, en Moldavie, en Lituanie et en Pologne pour travailler sur ce qu'on appelle communément la Shoah par balle. Et vous êtes l'auteur de 2 ouvrages déjà parus, Chant de la Shoah, l'extermination des Juifs en Union soviétique occupée, 1941-1944, et Lettres de la Wehrmacht. Vous avez sorti cette année cet excellent ouvrage intitulé « Le pacte antisémite, le début de la Shoah en Galicie orientale ». Vous vous intéressez notamment aux pogroms qui ont secoué l'ouest de l'Ukraine actuelle au moment de l'opération Barbarossa, mais pas que. Alors, je voulais vous demander comment est-ce qu'on en vient à travailler sur ce sujet-là, qui est un sujet assez lourd. Oui, en effet, c'est un sujet très lourd par lequel je suis venue à travers la lecture, notamment lorsque j'ai découvert, étant assez jeune, le livre noir de Vassili Grossman et Ilya Ehrenburg, qui est un livre de témoignages de survivants juifs recueillis par le comité antifasciste dès la libération des territoires soviétiques occupés par les nazis. Témoignages qui évoque justement ces fusillades massives qui ont lieu à l'Est et qui étaient encore, dans les années 90, très peu étudiées par l'historiographie française. Et c'est vrai que Auschwitz-Birkenau était un peu l'emblème des centres de mise à mort de la Shoah. Mais j'ai découvert assez rapidement que 1/3 des victimes de la Shoah avaient été fusillées sur ces territoires soviétiques occupés, ou étaient morts de faim dans les ghettos, ou gazés dans des camions à gaz. Et j'ai voulu en savoir plus, très rapidement. Et comme vous l'avez mentionné, j'ai déjà publié, c'est mon 3e livre. En fait, j'ai commencé très jeune à travailler sur le sujet. J'avais 22 ans quand j'ai rejoint l'association du père Patrick Desbois, Yachad Inunum, que vous avez mentionné. La principale mission de cette association était de se rendre sur le terrain, donc en Ukraine, en Russie, Biélorussie, vous avez énuméré les pays, pour aller à la rencontre des voisins des Juifs et pour qu'ils témoignent de ce qu'ils avaient vu du processus génocidaire des Juifs de leur village et comment ils avaient été massacrés. Et cela m'a occupée pendant plus de 10 ans, 10 ans d'enquête, de recherche de terrain, de repérage de sites d'exécution. Et comme vous l'avez dit, c'est un sujet qui est extrêmement lourd et justement, je pense que j'ai pu le faire précisément parce que je n'avais pas de racines familiales juives sur ces territoires. D'autre part, ce sont des territoires qui sont aussi assez lointains pour moi. Et la barrière de la langue, donc des langues que j'ai apprises, ça aide aussi à pouvoir maintenir une certaine distance par rapport au sujet. Je comprends. Alors, vous évoquez, je rebondis, le livre noir du comité antifasciste. Vous dites qu'il a été assez peu étudié pour une raison assez particulière, c'est qu'il a été interdit de publication pendant longtemps, puisque je crois que
assez rapidement, Staline change son braquet à la fin de la guerre et il fait exécuter les dirigeants du comité antifasciste et interdit la publication de ce livre noir, n'est-ce pas ? Après la guerre, le narratif soviétique est de dire que ce sont le peuple soviétique dans son ensemble qui a été opprimé par l'occupant nazi, et il y a vraiment la spécificité de la Shoah qui est mise de côté par Staline. Et ce n'est véritablement qu'à la chute de l'Union soviétique, donc au début des années 90, que s'ouvrent les archives soviétiques aux chercheurs, notamment aux chercheurs occidentaux, et qui ont permis justement de pouvoir se pencher sur l'étude de la Shoah sur ces territoires. Et c'est vraiment un point très important pour les historiens et les chercheurs de cette période. Alors, dans ce livre, Le Pacte antisémite, vous faites un focus. Vous avez travaillé précédemment sur l'ensemble des territoires de l'URSS, mais là, vous faites un focus sur une région très particulière, la Galicie orientale. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette région est particulière et pourquoi avoir choisi cette région-là plutôt qu'une autre ? Alors, c'est une région extrêmement intéressante qui a vraiment une particularité. Tout d'abord, elle ne faisait pas partie de l'Empire russe avant la Première Guerre mondiale, mais de l'Empire austro-hongrois. Donc, il y a encore, quand on se promène dans les rues de Lviv ou de Tchernivtsi, vous voyez toute cette architecture austro-hongroise qui donne un cachet à ces lieux. Ensuite, la région bascule, après un conflit armé entre les Polonais et Ukrainiens, la région bascule dans la République de Pologne, dans l'entre-deux-guerres, et sera ensuite annexée par l'Union soviétique en septembre 1939. Et en juin 1941, cette région est envahie par les troupes de la Wehrmacht. Et actuellement, cette région fait partie de l'Ukraine occidentale et se compose des régions de Lviv, Ternopil et Ivano-Frankivsk. Oui, donc une région ballottée entre différents empires. D'ailleurs, avec des noms de villes qui ont changé. Lviv, qui s'est appelé Lvov à l'époque soviétique, après une prononciation russe, et avant Lemberg, oui, à l'époque austro-hongroise. Et Lvov, à la période polonaise. Une des spécificités de cette région aussi, c'est qu'elle est multiethnique, et il y a 3 groupes qui cohabitent, les Polonais, les Ukrainiens et les Juifs. Et justement, au début de votre livre, vous essayez un peu de reconstituer ce qu'a pu être cette région avant la guerre, notamment quelle était la proportion de Juifs, de Polonais, d'Ukrainiens, et pour ça, vous utilisez des recensements. Et donc, vous dites que ces recensements, essentiellement faits par la République de Pologne, sont piégeux du moins, parce qu'il y a aussi une volonté de gonfler la population polonaise, et que parfois, par exemple, quelqu'un qui parle polonais, mais qui serait de religion juive, est déclaré polonais, et voilà, et que les langues, les religions ne coïncident pas toujours. Est-ce que vous pouvez... Oui, tout à fait. Il y a une volonté de la part de cette toute jeune République de Pologne d'entamer une polonisation de ces territoires de l'Est, et donc notamment de la Galicie orientale, et de noyer le fait que les Polonais sont minoritaires dans cette région. Ce sont les Ukrainiens qui sont majoritaires. Et par exemple, dans le recensement de 1931, les habitants peuvent choisir quelle est leur langue maternelle, mais par exemple, les Ukrainiens ont le choix entre la langue ruthène et la langue ukrainienne. Mais il s'agit en fait exactement de la même langue, mais... Ça divise en deux. Voilà, ça divise en deux. Et donc, l'importance numérique ukrainienne est noyée dans ces stratégies de recensement de l'État polonais qui va fermer des écoles de langue ukrainienne, qui va vraiment freiner le développement du nationalisme ukrainien. J'en profite pour rappeler qu'en 1919, il y a une république d'Ukraine occidentale très éphémère qui voit le jour à Lviv et qui est réprimée par l'armée polonaise. Donc il y a cette volonté de la part du gouvernement polonais de freiner cette montée du nationalisme ukrainien, tout comme il va prendre aussi des mesures très strictes envers la population juive, voire des mesures antisémites, notamment
pour l'accès à certaines professions de la fonction publique ou l'accès aux universités avec un système de quotas qui oblige notamment de nombreux étudiants juifs à aller étudier à l'étranger. Un peu à l'instar de ce qui s'était fait à l'époque tsariste, où il y avait aussi des quotas pour les populations juives dans les universités. Alors justement, cette population juive de Galicie orientale, est-ce qu'on a une idée de leur nombre, de leur importance démographique, de leur mode de vie ? À la veille de l'opération Barbarossa, donc en juin 1941, on estime environ 570 000 le nombre de juifs qui habitent en Galicie orientale, donc c'est très important, c'est 10% de la population totale. La Galicie orientale est une région extrêmement pauvre. C'est une terre de départ, une terre dont on part parce qu'on est dans la misère. Aussi bien les populations juives que les populations ukrainiennes, par exemple, vont partir massivement dès la fin du 19e siècle pour fuir cette pauvreté. Il n'y a pas d'industrie, les terres sont beaucoup plus pauvres que dans le reste de l'Ukraine. Ce sont des petites exploitations, il y a quelques menuiseries. On découvre à la fin du 19e siècle quelques puits de pétrole dans la région de Drogobytch-Borislav, mais ça reste très localisé. On va dire que l'écrasante majorité de la population, et y compris la population juive, vit dans une extrême pauvreté. C'est important vraiment de le souligner. Il y a principalement... il y a une société en fait très cloisonnée au niveau socio-économique. Héritage de la chrétienté, les juifs travaillent principalement dans le négoce, le commerce. Plus de 80% des commerçants sont juifs. Tandis que la population chrétienne est majoritairement rurale et paysanne. Alors, peut-être rappeler pourquoi c'est un héritage de la chrétienté, le concile de Latran IV, qui a interdit aux Juifs de posséder des terres, et ensuite, dans l'Empire russe, les Juifs n'avaient pas non plus le droit de posséder des terres, si je me trompe pas. Et il y a surtout cette interdiction pour les chrétiens de travailler avec l'argent. Oui. Et c'est ce qui va entraîner aussi le fait que les Juifs vont travailler dans ces professions commerciales, ainsi que dans les professions liées à l'alcool. Et c'est aussi extrêmement important, parce que les chrétiens n'avaient pas le droit de travailler, de produire de l'alcool et de le vendre. La figure de l'aubergiste juif dans ces régions est extrêmement tenace encore aujourd'hui. Quand je me suis rendue sur place, les Ukrainiens ou les Polonais que j'ai pu rencontrer se souviennent du nom de l'aubergiste juif. C'est une figure locale extrêmement importante. Le fait que les Juifs occupent principalement des positions de commerçants ou d'aubergistes ou de propriétaires de moulins les rendent visibles au sein de la population locale au quotidien parce qu'ils occupent des positions intermédiaires dans le système économique régional et ça en fait des cibles dès que les politiques antisémites, notamment dans la Pologne, se mettent en place, par exemple le boycott des magasins juifs, etc. Donc ils sont aussi des cibles et du gouvernement polonais et des nationalistes ukrainiens dans l'entre-deux-guerres. Alors justement, pour parler de ces nationalistes ukrainiens, ces nationalistes ukrainiens ont déjà commis des violences contre les Juifs à différents moments. Il y a eu des pogroms, notamment en 1917, avec les indépendantistes ukrainiens autour de Simon Petlura, qui d'ailleurs est assassiné quelques années plus tard par un Juif qui a eu sa famille assassinée dans des pogroms et qui veut se venger. Et ils sont regroupés autour d'un leader qui est Stepan Bandera, une organisation politique, l'UNB. Et vous dites, vous évoquez dans votre livre certaines coopératives ukrainiennes liées au nationalisme qui visent à vendre des produits en boycottant justement ces intermédiaires juifs commerciaux dans l'idée de débarrasser l'Ukraine des Juifs, des Polonais aussi pour des raisons politiques, et puis des Juifs pour des raisons idéologiques, antisémites. Tout à fait. Dans les années 30, le mouvement nationaliste ukrainien va avoir un discours de l'Ukraine aux Ukrainiens et de vouloir justement se réapproprier toute la chaîne économique
et y compris de pouvoir vendre eux-mêmes le produit de leur exploitation, leur moisson, etc. Et c'est une sorte d'antisémitisme politique que développe l'Un de Bandera. Un B pour Bandera, en fait, en opposition avec Melnik et l'Un M. Et ce nationalisme ukrainien va avoir vraiment prise au sein de la population locale. Ils vont déployer des relais locaux absolument partout en Galicie orientale et cela aura son importance par la suite lors de l'invasion allemande. Alors, j'ai appris quelque chose dans ce livre que j'ignorais. Il y a eu en fait 2 moments d'invasion allemande. Il y a bien sûr le début de l'opération Barbarossa en juin 1941, mais auparavant, en septembre 1939, quand la Wehrmacht envahit la Pologne, et avant que l'armée rouge n'envahisse à son tour la Pologne, pendant 15 jours, la Wehrmacht est présente à l'est de la Pologne, en Galicie, et il y a déjà des premières violences dès septembre 1939 contre les populations juives. Tout à fait. À la mi-septembre 1939, la Wehrmacht déborde, on va dire, jusqu'en Galicie orientale, dans le nord et l'ouest de la Galicie orientale. Et immédiatement, de premières violences sont commises contre les Juifs. Alors, à l'instar du reste de la Pologne aussi, mais avec cette spécificité en Galicie orientale où déjà des groupes de nationalistes ukrainiens participent à ces violences. Lorsque les Allemands arrivent en Galicie orientale, donc en septembre 1939, ils arrivent à une date très particulière. C'est pendant Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et ils vont justement profiter de ces dates de fêtes juives pour incendier les synagogues, pour arrêter les Juifs qui se trouvent justement en train de prier dans les synagogues et de pouvoir les rassembler plus facilement et de les massacrer aussi en grand nombre parce qu'il y a plusieurs centaines de victimes juives en septembre 1939, dès septembre 1939, avec aussi cet appui des nationalistes ukrainiens qui sont présents sur place. Donc dès septembre 1939, une participation des mouvements qui se réclament donc de Bandera. Oui. Et ça va même plus loin puisque vous montrez dans votre ouvrage aussi que avant l'opération Barbarossa, un accord est conclu entre la Wehrmacht et l'organisation de Stepan Bandera, l'UNB, pour justement prévoir l'accueil de la Wehrmacht dans les villages de Galicie et prévoir les pogroms qui vont se déclencher dès l'entrée de la Wehrmacht et des Einsatzgruppen, on va en reparler, en Galicie et en Ukraine. Oui, les liens entre les nationalistes ukrainiens et l'Allemagne sont anciens. Et déjà dans les années 30, l'Abwehr, donc le système de renseignement de la Wehrmacht, finance les nationalistes ukrainiens. Quelque chose change la donne, c'est donc l'arrivée des soviétiques en Galicie orientale, donc à la fin septembre 1939. La Galicie orientale est intégrée à la République socialiste soviétique d'Ukraine et le restera donc jusqu'en juin 1941. Et donc à partir du moment où les soviétiques arrivent en Galicie orientale, les nationalistes ukrainiens, bien entendu, ne sont plus les bienvenus sur ce territoire. Et bon nombre d'entre eux, notamment les dirigeants les plus importants, dont Bandera, partent en Pologne, occupés par les Allemands. Et ils vont établir notamment leur QG à Cracovie. Et c'est depuis la Pologne qu'ils vont s'organiser avec la Wehrmacht pour justement préparer l'opération Barbarossa. Et comme vous l'avez dit, il s'agit de planifier l'arrivée des Allemands sur ce territoire. Il faut pouvoir montrer que les Allemands arrivent en libérateurs du joug judéo-bolchevique. On voit apparaître d'ailleurs dans les correspondances des membres de l'UN ce terme de judéo-bolchevisme qui est quand même une construction nazie de toutes pièces. Il s'approprie donc ce discours antisémite nazi qui va lier intrinsèquement juifs et soviétiques et ils vont préparer les pogroms qui eux aussi tentent à montrer que les Allemands arrivent effectivement comme des bienfaiteurs et qu'ils
ont raison de mener une guerre défensive contre l'Union soviétique. Et pour preuve, la population locale qui se déchaîne contre la population juive. Donc tout ça est planifié en amont. On a vraiment des ordres, des ordonnances qui datent de mai 1941, puis de juin 1941, qui montrent que l'UN se prépare à accomplir les volontés nazies. Évidemment, il y a une contrepartie à tout ça. Les nationalistes ukrainiens espèrent, et d'ailleurs les Allemands leur disent clairement qu'ils vont accéder à leur demande, ils espèrent enfin l'indépendance de l'Ukraine. C'est vraiment leur motivation politique et ils y croient. Évidemment, Hitler n'avait aucunement l'intention de leur donner une Ukraine indépendante. Et lorsque les nationalistes ukrainiens vont proclamer l'indépendance de l'Ukraine le 30 juin 1941 à Lviv, Hitler va balayer d'un revers de main cette proclamation d'indépendance et au contraire, dès le 1er août 1941, intégrer la Galicie orientale au gouvernement général de Pologne. D'accord. Oui, donc voilà, en fait, c'était un pacte de dupes, comme on en fait souvent les nazis, pour s'assurer de la collaboration. D'ailleurs, je rebondis sur le thème du judéo-bolchevisme, qui est effectivement la façon... j'avais reçu Jean Lopez ici pour son ouvrage L'Opération Barbarossa, et il disait que l'Union soviétique n'est jamais désignée autrement que comme l'État judéo-bolchevique par Adolf Hitler. Cette urgence à détruire l'État judéo-bolchevique, comme il appelle l'URSS, il n'emploie jamais le terme d'URSS. Parfois, il parle de Russie soviétique, mais jamais son nom officiel. Et ce thème, en fait, il remonte déjà à la guerre civile entre les communistes, l'armée rouge dirigée par Trotsky, son vrai nom David Bronstein, et les indépendantistes ukrainiens autour de Simon Petlura, les mencheviks, les anarchistes et surtout les Russes blancs qui vont promouvoir ce thème du communisme derrière lequel se trouvent en fait les Juifs, avec ce fameux faux, le protocole des sages de Sion. Mais il y a une vraie difficulté pour Hitler entre 1939 et 1941 parce que il y a ce pacte germano-soviétique qui a été conclu entre Berlin et Moscou. Et donc, pendant toute cette période, Hitler ne peut pas se permettre de développer une propagande contre son allié du moment. C'est pour ça que tout doit être prêt au 22 juin 1941 pour justement lancer cette propagande qui va justifier l'attaque de l'Union soviétique. Et il va falloir, à grand renfort de compagnies de propagande, de films, de photos, montrer pourquoi on fait cette guerre. Parce que du fait du pacte germano-soviétique et du fait que Hitler veut prendre par surprise Staline, il ne peut pas déployer la propagande habituelle. Et c'est pour ça que cette propagande doit faire un coup extrêmement fort aussi dès le 22 juin 1941. Alors justement, il y a besoin de cette propagande, d'autant que vous évoquez l'occupation, la brève occupation soviétique de cette Galicie orientale entre septembre 1939 et juin 1941. Et vous montrez que finalement l'Union soviétique n'a pas tant que ça réprimé la culture ukrainienne. Elle est bien sûr opposée à tout mouvement nationaliste. Ça, on comprend aisément pourquoi, mais en revanche, la culture ukrainienne n'est, elle, pas spécialement persécutée. Il y a même une sorte de promotion de cette culture face à la culture polonaise qui avait été promue du temps de la République de Pologne. Oui, cette occupation soviétique de 22 mois est très ambivalente. Il y a d'un côté, effectivement, la langue ukrainienne qui est à nouveau promue et qui sera d'ailleurs la langue officielle de l'université de Lviv. Il y a la possibilité pour les Ukrainiens d'accéder aussi au poste dans l'administration, dans la fonction publique. Et donc, ils vont peu à peu reprendre en fait les rênes de l'administration locale au détriment de la population polonaise qui, elle, va être massivement écartée
Et d'ailleurs, ce sont les Polonais qui vont être massivement déportés également pendant cette courte période. Mais d'un autre côté, il y a des répressions qui sont extrêmement fortes, extrêmement violentes contre les nationalistes ukrainiens sur ces territoires, mais pas seulement, c'est-à-dire de tous les opposants politiques, comme peuvent être les sionistes, par exemple, qui seront également incarcérés et déportés. Il y a également, dans cette région de Galicie orientale, au moins 80 000 juifs qui viennent de Pologne occidentale, de la zone d'occupation allemande, et qui fuient justement l'avancée de ces nazis et qui ont trouvé refuge en Galicie orientale. La moitié d'entre eux va refuser le passeport soviétique. Parce que quand on a un passeport soviétique, on ne peut plus quitter le territoire soviétique. Et ils ont dans l'idée de pouvoir soit peut-être retourner en Pologne, soit pouvoir émigrer plus loin en Amérique en passant par la Roumanie. Donc ils ne veulent pas se priver de cette chance. Mais en refusant le passeport soviétique, on refuse l'idéologie soviétique et plusieurs milliers d'entre eux sont déportés en Sibérie ou dans les républiques d'Asie centrale. Donc il y a aussi quand même toute cette répression soviétique qui se met en place assez rapidement. Et concernant la population juive, encore une fois, le régime est assez ambivalent parce que d'un côté, il va fermer tous les magasins juifs, il va les nationaliser. Donc les juifs vont se retrouver dépossédés de leurs magasins ou de leurs entreprises. Beaucoup vont être plongés vraiment dans une grande pauvreté. Mais en même temps, il y a des possibilités de carrière individuelle qui s'ouvrent, parce que cette fois-ci, les Juifs sont libres de pouvoir accéder à des fonctions dans les facultés, dans l'administration, et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'il y a aussi des fervents défenseurs de l'Union soviétique parmi les jeunes Juifs de Galicie orientale, notamment. D'autant que l'alternative, pour eux, c'est l'Allemagne nazie. Donc le choix est vite fait quand même entre... Absolument. Il y a des échos qui proviennent de Pologne. On sait ce qui se passe. On sait que les Juifs, en 39-40, sont parqués dans des ghettos. En Pologne, les informations circulent. Et effectivement, ils ont aussi l'espoir que l'Union soviétique les préserve de la politique nazie. Et puis il y a eu les violences, dont vous avez évoqué plus tôt, dès septembre 39. Voilà, et ces 80 000 juifs de Pologne qui arrivent, bien sûr, témoignent aussi de ces violences. Tout à fait, oui. L'information circule, mais aussi, et de la part des réfugiés juifs, mais aussi, il y a les Ukrainiens qui font la navette aussi entre la zone d'occupation allemande et la zone d'occupation soviétique, de manière souvent clandestine, et qui diffusent aussi ces messages au sein de la population non juive, et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que quand l'invasion commence au 22 juin 1941, les populations ukrainiennes et polonaises de Galicie orientale connaissent le sort des Juifs en Pologne. Et donc, ils savent comment les nazis vont traiter les Juifs, leurs voisins. Et ça, c'est fondamental parce qu'ils ont intégré que les Juifs n'auront pas les mêmes droits que les autres, au contraire, qu'ils seront complètement démunis et qu'ils seront des proies. Dans les préparatifs de l'opération Barbarossa, il y a aussi la constitution de ce qu'on a appelé les Einsatzgruppen, qui sont constituées une première fois dès septembre-octobre 1939 en Pologne, et qui vont être remaniées pour l'opération Barbarossa. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près les effectifs des Einsatzgruppen, qui les compose, quelle motivation, quelle mission ? Alors, en mai 1941, il y a 4 Einsatzgruppen qui sont créés. Chacun va être divisé en commandos, Einsatzkommando, Sonderkommando. Il y a environ 3000 hommes qui composent ces Einsatzgruppen. Mais ils doivent couvrir un territoire qui est extrêmement large. L'Einsatzgruppe A, les pays baltes, le B, la Biélorussie, et celui qui nous intéresse, le C, qui va donc parcourir tout le nord de l'Ukraine, et le D, lui, concentré vers la Bessarabie, le sud de l'Ukraine, puis le sud de la Russie. Ces Einsatzgruppen sont affectés à un corps d'armée. Ils doivent suivre ce corps d'armée et ils sont chargés de liquider les principaux opposants à l'occupation allemande, et en premier lieu, donc, les communistes et les juifs. Ils ont aussi des tâches de renseignement. Ils vont écrire régulièrement à Berlin pour leur dire
justement, quel est l'état d'esprit de la population locale, même l'état de l'économie, la conscience politique de tel ou tel groupe. Et tous ces rapports nous sont restés. Parce que, justement, Hitler souhaitait être informé régulièrement de ce qui se passait sur le terrain. Et c'est aussi grâce à ces rapports qu'on peut voir comment ils évoluaient sur les territoires de l'Est. Et ce qui est important de garder en tête, c'est que ces Einsatzgruppen sont aussi en charge pour lever des pogroms contre les Juifs, donc y compris en Galicie orientale. Et en cela, ils suivent les ordres d'Heydrich, donc qui est l'un des chefs, qui est le chef du RSHA dont dépendent les Einsatzgruppen, qui, à 3 reprises, et donc dès le 16 juin 1941, engage les chefs des Einsatzgruppen à organiser en sous-main des pogroms contre la population juive et contre les communistes, avec l'appui donc de la population locale, mais en faisant en sorte qu'on ne puisse pas remonter aux Allemands. Et ça, c'est très important. Donc, ils sont vraiment à l'origine de ces pogroms. Et ils vont faire en sorte, justement, que leur participation ne soit pas visible. Et de montrer, justement, que seule la population locale participe. Et c'est là tout le narratif nazi de l'opération Barbarossa. Quelle est l'idée ? Pourquoi ne pas vouloir qu'on remonte aux Allemands ? C'est l'idée de montrer que la population adhère finalement à leur projet, c'est bien ça ? Eh bien oui, les Allemands arrivent ainsi en vainqueurs, en libérateurs de ces territoires. Et pour preuve, la population locale se déchaîne contre les voisins juifs. Et donc, c'est une preuve supplémentaire de la participation des Juifs au régime bolchevique et à l'oppression soviétique de la population locale. Donc, c'est une manière pour les nazis de justifier la guerre qu'ils estiment défensive qu'ils mènent contre l'Union soviétique. Et alors d'ailleurs, vous montrez que même avant la guerre avait été prévu justement l'accueil de la Wehrmacht par les populations locales avec la constitution parfois d'arcs de triomphe qui accueillent la Wehrmacht lorsqu'elle rentre dans les villes, des populations locales qui viennent en procession leur amener du pain et du sel. Et vous donnez même un exemple, je ne me souviens plus de la ville, sur lequel sur un des arcs de triomphe, il y a marqué « On pavera votre chemin avec les crânes des Juifs ». Oui, il y a des mises en scène qui sont organisées, donc toujours grâce au relais des nationalistes ukrainiens. Et par exemple, le général von Rock, qui est un des hauts chefs de l'armée du sud de l'Ukraine, arrive à Dobromil, et là, il y a tout un cortège avec des fleurs, il y a une cérémonie à la mairie pour l'accueillir, mais vraiment comme un empereur romain qui revient après une large victoire, en fait. Et c'est assez saisissant parce qu'il y a ça qui se reproduit dans plusieurs localités et il n'y a rien de spontané dans tout ça. Quel que soit le degré d'enthousiasme réel de la population locale, ce qui est intéressant, c'est de voir que les nazis veulent mettre en scène, en fait, leur propre guerre, leur propre conviction. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Il y a aussi, pour les nazis, l'idée de vouloir impliquer le plus possible, le plus grand nombre possible, à leur projet, justement, de guerre contre l'Union soviétique. Avec cette idée que, justement, l'Union soviétique, le bolchevisme tient parce que derrière, il y a les Juifs, et qu'en exterminant les Juifs, l'Union soviétique s'effondrera d'elle-même. Absolument. Là, c'est vraiment la thèse hitlérienne de cette guerre menée à l'Est. En tuant les Juifs, on participe à finalement la liquidation de l'Union soviétique. Alors justement, Dobromil, c'est un des exemples que vous développez davantage dans votre ouvrage. Si vous pouvez, donc il y a cet accueil triomphal de la Wehrmacht et à côté il y a des violences commises contre les populations juives de Dobromil. Oui, les violences commencent dès le départ des soviétiques et c'est le cas à Dobromil et c'est le cas dans la plupart des localités. On n'attend pas l'arrivée des Allemands, c'est dès le départ des soviétiques. Il y a une nouvelle administration ukrainienne qui se met en place, un comité national ukrainien, et les violences contre les Juifs sont immédiates. Et à Dobromil, dès le 29 juin 1941, un pogrom est lancé, la synagogue est brûlée, avec à l'intérieur
plusieurs dizaines de juifs aussi qui vont périr brûlés vifs dans la synagogue, en compagnie donc des soldats allemands qui sont aussi présents et qui, encore une fois, c'est difficile d'établir ça avec les sources, qui assistent à ces pogroms et qui parfois participent également. Mais on pousse la population locale sur le devant de la scène. Et lorsque l'Einsatz Kommando 6, donc de l'Einsatzgruppe C, arrive à Dobromil, il constate qu'il y a des victimes des soviétiques laissées dans les prisons. C'est-à-dire que les soviétiques, en partant, n'ont pas eu le temps d'envoyer à l'arrière leurs détenus politiques. Et donc, ils les massacrent dans les prisons. C'est une véritable aubaine pour les Einsatzgruppen. Cette découverte macabre, il y aura une découverte similaire à Lviv et dans d'autres bourgades de Galicie orientale, c'est un argument supplémentaire pour les nazis, justifiant cette guerre à l'Est. Et ce sont justement les Juifs qui vont être mobilisés pour extraire les corps de ces prisons et justement établir une sorte de lien physiologique même entre le soi-disant bourreau et sa soi-disant victime, et ensuite justifier les pogroms par ces découvertes des atrocités soviétiques. Et à Dobromil, cela va entraîner également immédiatement des représailles contre la population juive. Mais cette fois-ci, les représailles sont organisées par l'Einsatz Kommando 6, une fusillade de plus de 120 hommes juifs dans une mine de sel aux abords de la ville. On se rend compte que les fusillades de juifs, de manière organisée, planifiée par les Einsatzgruppen, ont lieu en parallèle de ces pogroms. Et elles sont beaucoup plus meurtrières, en réalité. Et on se rend compte que, pour être efficaces, les Allemands ont besoin de fusillades organisées. Les pogroms ont surtout une fonction publique, de montrer publiquement qu'on s'en prend aux Juifs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ne vont pas durer dans le temps. Ils vont cesser au bout de 3 semaines. Et ce sont les fusillades massives qui vont prendre largement le relais. C'est-à-dire que les pogroms ont cette fonction de montrer à la population locale, mais aussi à l'opinion allemande, ce qu'il en est du sort des Juifs. Vous prenez aussi l'exemple de Sokal, où il y a eu des violences comparables à celles de Dobromil. Et vous montrez bien d'ailleurs, il faut le préciser, même si vous l'avez dit, que ces violences commencent avant qu'on découvre les nationalistes ukrainiens exécutés dans les prisons soviétiques, et qu'il y a eu tout ce récit, notamment après-guerre, de dire que ça avait convaincu la Wehrmacht, les populations locales de commettre des violences sous le choc un peu de l'émotion, alors qu'en fait, vous montrez que non, les violences, elles ont commencé avant, et que c'est fait pour justifier ces violences, cette mise en avant des découvertes de nationalistes ukrainiens exécutés dans les prisons par les soviétiques. Tout à fait. Effectivement, l'exemple de Sokal le montre bien, comme vous dites, parce qu'il a lieu avant ces découvertes dans les prisons soviétiques. Et là, le prétexte mis en avant, c'est la soi-disant présence de francs-tireurs dans la ville. Et donc, qui dit présence de francs-tireurs, dit représailles contre la population juive. Et c'est quelque chose de systématique. Cela signifie que dès le 22 juin 1941, et les soldats de la Wehrmacht et les hommes des Einsatzgruppen ont parfaitement intégré le fait que les Juifs étaient l'ennemi. C'est-à-dire que sur les toutes premières semaines de la guerre, 90% des civils exécutés sont des Juifs. Donc, il faut bien garder cette idée en tête. Il y a, juste avant l'opération Barbarossa, des ordres selon lesquels les officiers et les sous-officiers de la Wehrmacht ont le champ libre pour mener des représailles contre la population civile. Et en fait, ces représailles contre la population civile vont cibler systématiquement la population juive. Oui. Alors, à côté de la Wehrmacht, à côté des Einsatzgruppen, à côté des nationalistes ukrainiens, il y a aussi ceux qui participent à l'opération Barbarossa, que parfois on oublie parce qu'ils sont au second plan, mais c'est tous les alliés de l'Allemagne, notamment les Hongrois, les Slovaques, les Roumains, l'armée hongroise, slovaque, roumaine.
plus au nord les Finlandais et aussi les Italiens, qui accompagnent la Wehrmacht dans cette opération Barbarossa. Quelle a été leur attitude ? Les soldats hongrois, roumains, slovaques que vous avez cités participent également à des pogroms. Alors c'est particulièrement vrai pour les soldats slovaques à Dobromil, où ils assistent aussi à une exhumation de corps dans un puits de mine, de corps de personnes assassinées par les soviétiques. Et ils vont participer au pogrom auquel prend part la population locale. Et d'ailleurs, on a vraiment des rapports de l'armée slovaque justifiant leur participation au pogrom. Les Hongrois, quant à eux, vont justement en Galicie orientale déporter un certain nombre de Juifs des territoires de Transcarpathie, plus de 11 000, et vont ensuite les massacrer à Kamieniec-Podolski, donc à la fin août 1941. Si eux ne vont pas organiser systématiquement des fusillades massives ou des pogroms, ils vont néanmoins s'adonner au pillage de manière systématique de la population juive. Il y a une ambiguïté en fait avec ces soldats hongrois en Galicie orientale parce qu'ils sont extrêmement hostiles aux nationalistes ukrainiens. Et c'est aussi pour ça qu'ils vont bloquer un certain nombre de pogroms qui justement commençaient dans le sud de la Galicie orientale pour contrer justement ces nationalistes ukrainiens. Côté roumain... Il faut peut-être préciser pour les auditeurs qu'il y a un contentieux territorial entre la Hongrie et les revendications des indépendantistes ukrainiens, puisque la Grande Hongrie, avant la Première Guerre mondiale, regroupait une partie de la Galicie. Tout à fait. Ouais. Concernant les Roumains, l'armée roumaine participe de manière extrêmement massive à la Shoah, et ça aussi dès le 22 juin 1941, et pour exemple le pogrom de Iași, bien sûr, qui se déroule à la fin juin 1941, et leur participation extrêmement active à toutes les fusillades massives et pogroms qui ont lieu en Bucovine ou en Bessarabie. Alors, les pogromistes qui commettent ces violences, vous intéressez aussi à leur identité, à leur motivation. Quelle est... alors bon, on a compris, il y a les nationalistes ukrainiens, bien sûr, qui sont un peu à la manœuvre, à l'initiative, après ces accords avec les nazis. Mais il n'y a pas que. Il y a quels sont voilà, quel est le profil un peu des gens qui vont participer à ces pogroms ? Alors ça, c'est vraiment une des questions centrales de mes recherches. Savoir qui participe au pogrom, qui est-ce qu'ils vont tuer, qui sera leur cible, et comment, dans quelles circonstances. Et alors, c'est évidemment une question extrêmement délicate. Vous imaginez bien qu'on a très peu de témoignages de pogromistes. Néanmoins, il est assez intéressant déjà de constater que beaucoup participent, déjà, à des degrés divers, mais il y a quand même une participation locale assez massive. Il y a un phénomène de bandes, donc il y a des bandes qui se sont créées, notamment de paysans. Ils vont aller de maison en maison, assassiner les Juifs chez eux dans leur lit, parfois la nuit. Mais la majorité de la population va participer au pillage. Et cette participation au pillage est le fait à la fois des hommes, des femmes et des enfants non juifs. Et ça de manière extrêmement massive. D'ailleurs, que les Juifs soient présents chez eux ou non. D'ailleurs, c'est qu'il y a, en fait, dans les campagnes et même dans les villes, il y a une sorte de permis de tuer et de permis de faire ce qu'on souhaite avec les Juifs pendant 24 ou 48 heures. C'est-à-dire que là, la population locale est extrêmement libre. On est vraiment dans une temporalité où les locaux peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont la liberté de participer comme de ne pas participer. Et c'est assez vertigineux de constater que beaucoup participent, et au moins en tant que spectateurs, spectateurs d'humiliation, de mise en scène macabre, notamment de juifs religieux sur la place publique, de passage à tabac. Et il y a, finalement, on se rend compte qu'effectivement, les motivations socio-économiques sont extrêmement importantes. Néanmoins,
il y a aussi des slogans fédérateurs, comme le fait de proclamer que l'on venge le Christ en tuant les Juifs. Ça ne signifie pas qu'ils y croient réellement, mais cela les dédouane, cela leur donne une sorte d'impératif moral et les dégage en quelque sorte de la responsabilité. Et finalement, la question de la responsabilité est assez intéressante parce qu'elle est complètement diluée. Vous avez cité les Einsatzgruppen, les soldats de la Wehrmacht, les soldats hongrois, slovaques, la population locale, les nationalistes ukrainiens, les prêtres participent, le maire. Donc en fait, finalement, la responsabilité est tellement collective qu'elle se dilue dans le collectif et ça se ressent encore aujourd'hui quand on se rend sur place et qu'on interroge les gens, les contemporains, de savoir ce qui s'est passé. On se dédouane au nom du collectif ou des impératifs moraux supérieurs. Et c'est d'autant plus vertigineux que vous donnez des exemples où lorsque, par exemple, un prêtre ou un maire ou un instituteur ne donne pas le permis de tuer, les pogroms n'ont pas lieu. Autrement dit, ces pogroms n'étaient pas inéluctables, on pouvait les empêcher, on pouvait s'y opposer sans forcément subir de représailles. Il n'y a pas encore le système coercitif nazi qui se mettra en place par la suite. Tout à fait. Ça dit deux choses intéressantes. Tout d'abord, que l'autorisation allemande ne suffisait pas. Il fallait un relais d'autorité locale pour donner le feu vert au pogrom pour la population locale. Quand il y a eu des cas de prêtres qui ont refusé le pogrom, qui vraiment sont sortis et ont interdit l'accès aux pogromistes à la ville ou à la bourgade ou au village, le pogrom n'a pas eu lieu. Donc ça, c'est quand même très important. C'est-à-dire que la parole de l'autorité locale était fondamentale pour permettre justement l'organisation d'un pogrom. Donc ça prouve aussi que les pogroms ne sont pas non plus des phénomènes qui sortent de terre, de nulle part. Voilà, c'est qu'il faut une approbation locale. Et d'autre part, comme vous l'avez dit, on est dans une période où on a une liberté de choix qui est totale, de participer ou de ne pas participer. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut remettre en contexte. Ce ne sera pas forcément le cas dans la suite de l'occupation allemande, mais là, à ces instants, fin juin, début juillet 1941, tout le monde est libre de participer ou de ne pas participer. Et c'est vrai aussi pour les Einsatzgruppen. Vous évoquiez auparavant, avant qu'on fasse cet entretien, le cas de soldats des Einsatzgruppen qui avaient refusé de faire des fusillades et qui n'ont pas eu de sanctions. Oui, alors ces cas ont été extrêmement rares, mais néanmoins, quand ils ont existé, il ne s'est rien passé pour les personnes qui ont refusé de participer à telle ou telle fusillade. Il s'agit, quand ils disent le contraire, il s'agit simplement de stratégie de défense. Après-guerre, face au procès d'après-guerre. C'est ni plus ni moins qu'un mensonge. On constate vraiment, en analysant tous les faits, que personne n'est forcé de participer et qu'au contraire, il y a une émulation véritable. Et on le voit d'ailleurs avec la participation des soldats slovaques qui, eux, devraient être là en simples spectateurs. Eh bien non, il y en a qui vont participer quand même. Donc il y a une émulation autour de ces violences antisémites. Vous évoquez aussi, on est toujours un peu surpris, mais en fait, pas tant que ça, le rôle de certaines femmes qui ont été des bourreaux. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples Oui, alors, comme je l'ai dit, les femmes participent au pillage, très massivement d'ailleurs, mais aussi aux dénonciations. Elles vont dire où habitent les Juifs, parce que bon, les Allemands, quand ils arrivent sur place, ne connaissent pas la géographie de la ville, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont s'en prendre principalement aux Juifs d'apparence religieuse, aux Juifs pieux. Et il y a aussi des femmes qui ont tué, qui ont participé directement au massacre. Alors, elles sont évidemment peu nombreuses, mais il y a des cas qui sont assez intéressants et que j'ai pu retracer dans le livre, notamment d'une femme qui faisait partie d'une sorte d'association des femmes ukrainiennes à Ternopil et qui, à la suite de sa participation au pogrom,
obtient un poste au sein de l'administration municipale et qui d'ailleurs parvient à s'enfuir après l'occupation nazie et à s'installer aux États-Unis où elle est décédée dans les années 80. Voilà, sans avoir été jugée, inquiétée. Voilà. Et oui, c'est aussi intéressant de vous montrer que ceux qui ont participé à ces pogroms, parfois, c'est presque une stratégie carriériste. C'est-à-dire que ça leur ouvre les portes, ensuite, de l'administration locale, des milices aussi qui se mettent en place, chargées d'assurer l'ordre ensuite. Voilà. On constate que ceux qui appartiennent à cette première milice, qui est assez désordonnée au départ, et les pogromistes vont par la suite obtenir des postes au sein de la police locale beaucoup plus organisée, hiérarchisée, et ça ouvre également effectivement des portes au sein de l'appareil de collaboration locale. Il y a quelques cas de sauvetage que vous avez relevés, qui sont parfois d'ailleurs des cas de sauvetage très ambigus. Notamment, alors je crois que c'est la même femme qui a fini ses jours aux États-Unis dont vous parliez, qui a sauvé un juif alors qu'elle en a tué d'autres. Et alors, on vous posez la question, quelles sont les motivations ? Est-ce que c'est pour avoir un alibi si jamais les soviétiques reviennent ? Est-ce que c'est parce qu'elle connaît la personne ? Pourquoi celle-ci et pas une autre ? C'est vrai que là, on touche à vraiment la zone grise de l'humanité, en fait, où les pires bourreaux peuvent aussi parfois avoir un geste, mais un geste qui sera décisif et qui va sauver la vie d'une personne, au-delà même de ses motivations d'origine. Donc c'est extrêmement désarmant. Ou encore un jeune homme qui, voyant deux jeunes filles dans la rue qui vont être massacrées à Borislav, décide d'en sauver une, mais pas l'autre. Il dit effectivement non, elle n'est pas juive, et l'autre lui demande de la sauver aussi, et il ne la sauve pas. Pourquoi a-t-il agi ainsi ? Pourquoi déjà a-t-il pris le risque de s'opposer à certains pogromistes ? Vous voyez, ce sont vraiment... Là, je pense qu'on touche au plus profond de l'humanité et à ce qu'elle peut avoir de plus ambigu, en fait. Et c'est ça qui m'a intéressée, justement, c'est à travers ces recherches et ce livre, de pouvoir retracer vraiment des destins individuels et de poser justement ce genre de questions. Et vous le dites aussi très bien, c'est que sauvetage ne signifie pas que la personne qui sauve est un héros comme on l'imagine, ou encore à travers ce titre de juste parmi les nations. Le sauvetage peut avoir lieu dans des conditions extrêmement tragiques, extrêmement cruelles, de chantage, par exemple, de menaces. Vous voyez, on est vraiment dans une zone grise extrêmement trouble. Alors, votre ouvrage, lui, s'intéresse à la Galicie orientale, mais vous avez travaillé sur l'ensemble de l'Union soviétique. Est-ce que vous pouvez évoquer en quelques mots ce qui se passe ailleurs, par exemple à Iași, en Roumanie, par exemple à Kaunas, en Lituanie, où on a des phénomènes similaires à ce qui se passe en Ukraine et ce qui va se passer après ? Tout à fait. Ce que j'ai développé par Galicie orientale, un travail similaire pourrait être fait, comme vous l'avez dit, dans la zone d'administration roumaine, à Iași, mais aussi en Bessarabie et Bucovine, mais aussi en Lituanie. En Lituanie, où des pogroms, et notamment des pogroms dans les campagnes également, ont eu lieu, et des pogroms aussi qui s'appuient sur les relais nationalistes, cette fois-ci lituaniens, extrêmement importants. Durant ces événements qui se déroulent en Galicie orientale, en Lituanie, l'Insatsgruppe A, lui, a des directives similaires pour justement montrer la participation locale. Et d'ailleurs, Stalecker, qui est le chef de l'Insatsgruppe A, fait un rapport à l'automne 1941 en disant « J'ai bien fait prendre des photos des exécutions, avec des exécutions qui sont menées exclusivement par des commandos lituaniens. » Et effectivement, en me rendant en Lituanie, en interrogeant ses voisins lituaniens, on a pu confirmer la présence de photographes sur les sites d'exécution et la mise en avant de ces tireurs lituaniens pour montrer que tout le monde à l'Est s'approprie
l'extermination des Juifs. Et les pogroms, eux, vont cesser, sur tous ces territoires de l'Est, vont cesser à la mi-juillet 1941, à l'exception du pogrom des journées de Petloura à Lviv à la fin juillet 1941. Sinon, par la suite, ce sont vraiment des fusillades massives organisées qui sont menées par les Einsatzgruppen, par les bataillons de la police allemande, par la Waffen-SS et autres unités comme la Schutzpolizei ou la gendarmerie allemande, toujours aidées par une police locale, mais avec une participation civile locale qui sera moindre, qui sera écartée, finalement, qui va se borner à un rôle de dénonciation. Et il y a une autre fonction qu'elle va occuper, qui est celle de la réquisition, c'est-à-dire que les locaux seront réquisitionnés pour la logistique, à savoir creuser les fosses, combler les fosses, amener les victimes jusqu'au site d'exécution. Il y a le rôle de la population locale va être transformé. Il y a malgré tout, je crois, des auxiliaires lituaniens, lettons, ukrainiens ou biélorusses, russes, qui vont être intégrés dans les Einsatzgruppen. Il me semble que à la fin, certains tireurs ne sont plus allemands, mais peuvent être... Alors, ils vont être intégrés dans des bataillons de la Waffen-SS, effectivement, comme la division SS Galicienne, pour revenir à Galicie orientale, ou d'autres bataillons de police, comme c'est le cas par exemple pour les Lettons, qui participent massivement par exemple à la liquidation des ghettos en Biélorussie en 1942. Ces auxiliaires locaux, organisés en police locale, sont extrêmement importants, extrêmement précieux dans l'organisation de la Shoah, parce que ce sont eux aussi qui permettent la mobilité de tous ces tireurs allemands, qui sont pas si nombreux que ça et qui doivent couvrir quand même un territoire assez dense. Je rappelle qu'il y a environ 2 millions de Juifs qui ont été tués sur ces territoires. Et c'est précisément ces policiers locaux qui vont organiser en amont les fusillades, l'arrestation, l'acheminement des victimes jusqu'au site d'exécution et qui vont très souvent aussi participer en tant que tireurs ou bien en encerclant les sites, etc. Ils sont évidemment extrêmement importants pour le déroulé des exécutions. Alors, la dernière question que je voulais vous poser, au-delà des instrumentalisations politiques faites de la mémoire de ces pogroms, de ces mouvements nationalistes. Alors, je pense par exemple à Poutine qui veut dénazifier l'Ukraine. On peut en douter, que ça soit sa seule motivation. Je ne vais pas ouvrir le débat, mais enfin, on peut en douter. Il y a malgré tout un travail de mémoire qui n'a pas du tout été fait en Ukraine, et on peut évoquer le fait, alors vous y faites certaines allusions dans votre ouvrage, par exemple quand vous allez sur un site et que à côté du drapeau ukrainien flotte le drapeau de l'UNB, encore aujourd'hui, le fait qu'il y a des timbres à l'effigie de Stepan Bandera, qu'il y a une avenue Stepan Bandera à Kiev ou à Lviv, qu'il y a une rue Simon Petloura qui a été inaugurée il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de la mémoire de ces pogroms? Oui, on est face à un terrible conflit de mémoire où finalement, ceux que l'on célèbre parce qu'ils ont été les opposants des soviétiques, comme Bandera, ont été également des pogromistes ou des antisémites notoires. Et évidemment, c'est un problème. Et il y a tout un travail de mémoire à faire, évidemment, en Ukraine à ce propos. Je me souviens d'avoir entendu en Galicie orientale, par exemple, que c'était des policiers russes qui avaient participé à la fusillade des Juifs à Boleriv en 1942. Et évidemment, c'était quelque chose d'absolument impossible et il s'agissait bien de la police ukrainienne locale. Mais voilà, il y a tout un travail de mémoire à faire autour de la Shoah en Ukraine. Et
je veux être optimiste parce que je connais des chercheurs ukrainiens qui, eux, travaillent sérieusement sur le sujet, justement, et qui agissent pour aller à l'encontre aussi de ces manifestations pro-Bandera. Bien sûr. Marie Moutier-Bittan, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et je recommande votre ouvrage, Le Pacte antisémite, aux éditions Passé Composé. Merci. Merci à vous. Et je précise qu'on pourra retrouver cet entretien d'ici 15 jours sur la chaîne YouTube de Radio Shalom et aussi sur ma chaîne YouTube à moi, d'Art et d'Histoire, avec un S à Art et un S à Histoire. Merci.